Salut, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être copieux. On va parler des choses qui permettent de devenir un super développeur. Comment passer de développeur lambda à développeur stellaire. Quand je me suis lancé dans le développement il y a 5 ans, je suis développeur front-end aujourd'hui, freelance. Et mes 2 premières années, je ne savais pas exactement qu'est-ce que je devais apprendre pour apporter de la valeur en projet, pour être valorisé par mes collègues et pouvoir apporter un ROI en projet. Alors, j'ai souvent parlé de fondamentaux logiciels dans les précédentes vidéos, si vous suivez. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne va pas parler spécialement des fondamentaux logiciels, on va parler de choses qui peuvent être abordées dans les fondamentaux logiciels, dans l'IT, dans la computer science. Donc, comme toujours, je vais vulgariser le développement sur cette chaîne. C'est le principe de cette chaîne, vulgariser le développement, développer sa bancabilité et essayer de mieux se vendre en tant que développeur, mais notamment surtout freelance, puisqu'en fait le salariat, excuse-moi, on s'en tamponne un petit peu. Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Bon, bah on va y aller, hein. Mais avant ça, un petit extrait de notre sponsor pour cette vidéo, Eddie Mitchell. Elle était maquillée comme ça si belle. Bon, premièrement, un des grands concepts à comprendre pour devenir un développeur stellaire, si tu travailles sur des gros projets, ça s'appelle la scalabilité. La scalabilité, c'est lié à l'architecture qu'on va choisir de mettre en place et qui va permettre d'avoir une application qui soit flexible, maintenable, évolutive, sans qu'on se retrouve embourbé après quelques mois et être complètement bloqué pour pouvoir développer les nouvelles fonctionnalités. Et l'architecture star en ce moment, c'est la fameuse clean architecture. La clean architecture, c'est quoi? C'est une architecture qui est centrée sur le domaine business, sur la logique business. Donc la scalabilité, c'est ce qui permet d'avoir donc une application flexible, maintenable, évolutive, aisément. Et donc ça, c'est une des choses qu'il faut se soucier quand on est sur un projet, c'est-à-dire créer une application qui soit scalable. Soit on la commence de zéro et dans ce cas-là, on va mettre la bonne architecture pour pouvoir scaler. Dans le cas où par exemple ça se trouve, on crée un MVP qui va ensuite devenir une V1, ou alors une V2 qui est une refonte du V1 sur d'autres technos, et dans ce cas-là, on a besoin de mettre dès le début en place une architecture qui permette de la scalabilité. Et donc la grande architecture star en ce moment, c'est la clean architecture, aussi appelée architecture hexagonale, ou alors architecture en oignon, ou architecture port and adapter. Ces 3 expressions sont la même chose. Et donc un des grands concepts qui permet la scalabilité sur une clean architecture, c'est la séparation du domaine business, de la logique business avec l'infrastructure. Mais bon, pour avoir de la scalabilité, on n'est pas obligé de mettre en place systématiquement de la clean architecture, c'est mettre tout simplement en place l'architecture qui convient pour le type de projet qu'on a et qui va permettre d'avoir de la scalabilité, d'avoir un projet qui soit évolutif, flexible, etc. Et donc voilà, tout simplement se soucier de ça. Deuxième chose pour être un développeur stellaire, c'est le concept d'inversion des dépendances. Alors peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. C'est ce qui va permettre d'éviter d'avoir la dépendance en fait au framework. Quand tu crées une application, si tu ne le sais pas, si tu ne mets pas en place d'architecture particulière, par défaut, en fait, tu appliques ce qu'on appelle l'architecture en layer. Donc l'inversion des dépendances, c'est peut-être le plus grand concept de la conception d'application. Enfin, je ne sais pas si c'est le plus grand concept, mais c'est un concept très important, puisqu'en fait, quand tu crées une application, tu utilises différents frameworks et ce qu'il peut y avoir, c'est des problèmes de compatibilité entre différents frameworks qui font qu'en fait, tu te retrouves bloqué et tu dois casser tout le code pour pouvoir changer un framework. Et donc, tu te retrouves à devoir, pendant 2 mois, à refactorer le code. Là, quand on arrive à ce niveau-là, souvent, en fait, on restructure le code complètement. C'est assez fréquent de devoir changer des frameworks, hein, c'est assez classique. Sur un projet, ça arrive tout le temps. Genre, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai travaillé avec Redux. J'ai travaillé aussi avec React Hookform qui permettent en fait de mettre des formulaires en place sur ton application avec un state global, mais juste pour les formulaires. Et donc on avait un problème de compatibilité entre Redux et React Hookform qui faisait qu'il y avait des problèmes de performance sur les composants qui étaient très lents. Et donc là, voilà, on avait dû changer les frameworks, on a dû retirer React Hookform. Et vu qu'on était en clean architecture, ça a été assez facile de faire ce travail-là. Donc voilà, ça c'est un exemple typique qui arrive souvent sur un projet. Tu as des problèmes de compatibilité entre les frameworks, les libs. Et donc si tu n'as pas inversé les dépendances, tu es baisé. Puisqu'en fait, tu as ta logique business qui dépendait des frameworks, alors qu'il faut que ce soit l'inverse. Il faut que ce soit les frameworks qui dépendent de la logique business. Et donc ça, c'est un des grands principes de la clean architecture, c'est qu'on va inverser les dépendances, on va inverser les layers. On va avoir l'interface qui va dépendre de l'infrastructure et l'infrastructure dépendra du domaine business, de la logique business. C'est ce qui va te permettre d'avoir
toujours, quand tu avances sur ton projet, le maximum d'options ouvertes. Et donc, si ça t'arrive sur un projet, que tu n'as pas inversé les dépendances, que tu n'as pas créé de scalabilité, le projet se retrouve embourbé, tu étais en freelance, tu as fait une promesse de vente, et donc du coup tu ne performes plus, on se retrouve embourbé dans le projet pour plusieurs mois, on ne peut plus développer des features, des fonctionnalités, et qu'est-ce qui se passe? Le client, il peut se montrer compréhensif, mais au bout d'un moment quand même, il va se passer qu'il va péter un plomb tout simplement, puisqu'en fait un client, il a besoin de développer sa croissance, il a besoin de réduire ses coûts, il a des contraintes. Donc ce qui va se passer, c'est que le client va péter un plomb, il va envoyer des gens sur d'autres planètes du système solaire, sur Mars, sur Pluton, etc. Numéro 3, être un développeur craftsmanship, mais surtout être un développeur agile. Alors souvent les développeurs se soucient d'être un développeur craftsmanship, peut-être que tu connais ce terme-là, ou peut-être que tu as entendu parler. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une compétence en fait, c'est une manière, c'est une philosophie du développement d'applications pour créer des applications de qualité. Et donc c'est la philosophie qui va viser en fait à développer le courage sur les projets web, sur les projets d'application, pour avoir le courage de mettre la qualité en premier quand on subit les pressions du marketing, du produit, pour sortir des features, pour sortir de l'application. Le fait d'avoir le courage de repousser les estimations, de dire il y en aura encore pour tant de jours, tant de semaines, je l'assume, je pense que ça va prendre tant de temps, et après ce temps écoulé, réassumer s'il y a besoin de nécessaire pour dire non, c'est pas terminé, on va encore affiner la qualité, c'est pas assez bon, je le prends sur moi. Voilà, c'est ça le principe du craftsmanship. Sauf qu'évidemment, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui sont à côté de leur pompe par rapport à ça et qui vont toujours repousser les estimations, trop se focaliser sur la qualité, ou alors un peu sculpter de la fumée, ou beaucoup sculpter de fumée. Et donc en fait, ils vont jamais vraiment livrer ce qui a été prévu dans les roadmaps, ce qu'a demandé le client, livrer l'application. Surtout quand c'est un MVP par exemple, on n'est pas du tout on doit plutôt se focaliser à livrer le plus rapidement possible. Et donc qu'est-ce qu'un développeur agile? Je fais référence en fait à la manière de travailler quand vous êtes avec un product owner par exemple, ou vous suivez une méthodologie agile en Scrum par exemple, typiquement la star des frameworks agiles, et qui en fait vise à s'assurer que les choses soient bien livrées, que en fait on communique bien entre nous, qu'on s'évalue soi-même, on s'autocritique collectivement et personnellement, et qu'on fasse les corrections humblement pour qu'en fait les choses soient livrées, qu'on aille dans le bon sens. Donc voilà, là où je veux en venir, c'est ok d'être un développeur craft, c'est une très bonne chose, je pense qu'on devrait tous faire du craft, c'est un passage obligatoire, on doit faire de la qualité, mais aussi il faut être un développeur agile, être bien focalisé à livrer les choses, à livrer l'application, à ne pas faire de la sur-ingénierie. Le but du développeur, les lignes de code qu'on tape là sur l'écran, c'est censé apporter des features, des applications, des choses qui sont livrées, ça c'est censé résoudre des problèmes. S'il n'y a pas ça quand vous développez, en fait votre valeur va chuter drastiquement jusqu'à ce que votre client pète un plomb peut-être et vous vire. Numéro 4, alors j'hésitais à le mettre, mais ça fait partie des choses pour devenir un super développeur, un développeur stellaire, un super développeur, c'est savoir refactoriser du code. Notamment, il y a 5 grandes techniques, je peux te citer 5 grandes techniques pour refactorer du code qui sont utilisées couramment par les développeurs, qui font partie du quotidien du développeur. On n'a pas besoin de leur demander de refactorer, ils refactorent, quand ils livrent quelque chose, d'abord ils vont coder, ensuite ils refactorent, et ensuite ils envoient ça dans le pipeline pour la code review, puis ensuite en production, etc. etc. Par exemple, tu as la méthode de refactorisation du code legacy, du code qui est obsolète, qui est vieux, qui est daté, où les frameworks ont changé. Tu as aussi la méthode de composition par exemple, tu as la méthode de simplification. Tu as par exemple aussi la méthode d'extraction des variables. On voit que dans notre code, par exemple, il y a des variables qu'on appelle dans différentes fonctions. Et donc, on dit, on va extracter les variables pour n'en faire qu'une seule, pour éviter d'avoir à répéter du code. Tu as aussi la méthode d'extraction des fonctions. C'est la même chose pour des fonctions. Et donc voilà, ce sont des méthodes que j'avais parlé notamment dans une vidéo sur le clean code, que je vais te mettre quelque part en haut si tu veux regarder cette vidéo. Je parle de ces méthodes de refactorisation pour créer du code clean, propre, minimal, etc. Ça fait partie des choses qu'on doit savoir faire pour être un super développeur. J'avais hésité à le mettre, mais voilà, je le mets quand même. Numéro 5,
Un développeur stellaire se doit de savoir maîtriser ses frameworks, ses outils. Un développeur doit être spécialisé. Si tu veux réussir à trouver un boulot, si tu veux trouver une mission freelance, on est intéressé par des spécialistes. Les développeurs qui ont 10 ans d'expérience mais qui ne maîtrisent rien de particulier, c'est des développeurs qui se retrouveraient en daily, en meeting et qui n'auraient rien à dire puisqu'en fait ils ne maîtrisent rien. Et donc un développeur stellaire va devoir maîtriser ses frameworks, c'est-à-dire connaître les docs, lire les docs, savoir ce qui est possible de faire, l'avoir déjà fait ou alors chercher à le faire. Pour moi, je pense que c'est overkill de ne pas être quelqu'un de spécialisé face à un recruteur, clairement. Voilà, ça ne va pas l'intéresser. Voilà, moi par exemple, ma spécialité, c'est le développement front-end React et je maîtrise tout ce qui est écosystème React sur le front, tout ce qui est React Query, Redux Toolkit, Redux, RTK Query, le caching, GraphQL pour le front, TypeScript, voilà, bon, c'est pas une technologie front, mais voilà, tout ce qui va sur le front, la spécialité front-end, c'est des choses que moi je maîtrise, et donc je pense qu'un développeur stellaire doit chercher à avoir une spécialité forte sur laquelle il apporte vraiment beaucoup de valeur. C'est ça qui intéresse dans les projets, on cherche des spécialistes. Sixièmement, une des choses que j'ai vues qui était importante à apprendre quand j'étais en recherche des piliers, des choses importantes à apprendre en tant que développeur, il y a 2-3 ans encore, ça s'appelle les design patterns. Alors peut-être que tu as entendu parler de ça, si c'est le cas, bravo, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est surtout les utiliser aussi. Et donc il en existe à peu près 20-30 de design patterns qui permettent de répondre à des problèmes spécifiques du développement qui reviennent récurremment. Donc par exemple, je te donne un exemple, qu'est-ce que c'est qu'un design pattern? Par exemple, tu as le singleton, qui te permet, par exemple, quand tu as une infrastructure dans ton code qui fait des fetch vers les API, plutôt que d'avoir à réinstancier à chaque fois tes objets de l'infrastructure, tes objets JavaScript, on va mettre en place un singleton qui dit que voilà, si l'objet a déjà été instancié pour l'API, on ne va pas le réinstancier encore une deuxième fois, ce qui permet d'économiser de la mémoire. Donc par exemple, ça c'est un design pattern. Alors moi par exemple, j'avais lu ce bouquin-là, sur des design patterns, mais qui date un petit peu, qui date de 2012-2013 vers là, et qui en fait, tu t'en fous un peu. Donc je te recommanderais plutôt d'aller vers la ressource qui se trouve en description pour apprendre différents design patterns. Pour le bouquin que je viens juste de jeter, tu peux l'oublier, il date un petit peu. Hein. Les classes JavaScript n'existaient même pas à cette époque-là, donc ça date un petit peu. Voilà. Septièmement, comment être un développeur stellaire? Alors vous l'avez vu dans le titre, maîtriser la CI/CD, intégration continue, déploiement continu, mais aussi être un développeur, ce qu'on appelle incrémental. Ça veut dire quoi être incrémental? Ça veut dire de travailler par itération en fait, impliquer les autres dans ce qu'on fait, dans notre travail, ne pas être un développeur par exemple, qu'on lui dit tiens, il y a ce screen là à développer, il y en a pour 2-3 semaines d'estimation et pendant 2-3 semaines la personne vous la voyez pas. Vous la voyez peut-être en daily, vous la voyez à moitié en daily, et ensuite elle vous dit tiens, ça y est, c'est livré. Et là vous voyez, on se dit ah mais merde, mais il y a ça à changer, vous le mettez en production, il y a des bugs, il faut faire la code review qui va être immense, hein, il va y avoir 10 000 modifications, un truc comme ça, un truc voilà, ou plus ou moins, je sais pas, peu importe. Donc qu'est-ce que ça veut dire être un développeur incrémental? Ça veut dire par exemple quand il y a un screen à réaliser, quand on vous dit tiens, il y a tel screen à réaliser, telle fonctionnalité, ne pas disparaître pendant 2-3 semaines pour ensuite livrer le truc et dire ça y est, c'est fait. Les bons développeurs sont des développeurs qui sont incrémentaux, qui arrivent à impliquer les autres, qui savent travailler avec tout le monde, qui avancent petit à petit. Et on dit généralement en tant que développeur qu'il faut pusher au moins une fois par jour. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, tous les jours, je push au moins une fois par jour un bout de code qui est possible à reviewer, qui va être fini, terminé, refactoré. Il faut essayer de viser au moins ça, voilà, au moins une fois par jour, ça me paraît possible. Voilà, par exemple chez Conto, je crois qu'ils poussent 600 fois par jour du code en production. Donc c'est sûr, ils ont peut-être 50-60 développeurs, je ne sais pas, mais donc ça fait vraiment beaucoup. Donc voilà, il faut savoir maîtriser les pipelines, savoir pusher du code tous les jours, l'amener en review, ensuite le tester soi-même, ensuite le mettre en production. Donc pour certains d'entre vous, ça paraît normal, mais ce n'est pas le cas pour tous. Et c'est un truc qui est vachement apprécié par les équipes et par les clients, les CO, etc., de travailler de manière incrémentale. Car on peut s'ajuster, on a plusieurs petits points de passage où on peut s'ajuster, on peut ajuster la trajectoire. Et donc il y a aussi l'aspect communication là-dedans évidemment, expliquer ce qu'on fait aux autres, les impliquer, leur dire ça y est, c'est prêt. C'est vrai qu'en tant que développeur, on a beaucoup de travail à faire en réalité, on bosse dur, mais bon, c'est comme ça.
Huitièmement, chose importante pour être un super développeur, un développeur stellaire, il faut être capable de leader. Donc ça voudrait dire déjà maîtriser sa stack, maîtriser ses technos, ses frameworks, et être capable de leader les autres, de les éduquer par rapport à notre stack, à nos frameworks qu'on maîtrise, savoir entraîner les autres, savoir faire bouger les autres, savoir mentorer. Voilà, un bon développeur, il doit être capable de faire ça. Et donc il ne faut pas hésiter, quand on se sent prêt, à se définir comme développeur. Si vous êtes quelqu'un qui lead, qui est capable de mentorer, qui fait bouger les autres, qui fait bouger l'équipe, qui l'anime, eh ben, vous êtes un lead développeur. Et donc on est lead développeur sur des frameworks particuliers, sur sa stack. Quand vous la maîtrisez, que vous êtes capable de transmettre ça, eh ben, voilà, il faut savoir que dans des projets, on a besoin de lead, on a besoin de gens qui transmettent ça, qui vont bouger les autres. Donc soyez un avenger quand vous pensez que vous maîtrisez votre stack, votre spécialité. Eh ben, définissez-vous comme un lead développeur, n'attendez pas trop longtemps par rapport à ça. Donc voilà, un développeur stellaire est un développeur qui est capable de mentorer, quelqu'un qui est capable de leader. Et neuvièmement, chose pour être un développeur stellaire, là on entre dans la partie que je ne maîtrise pas, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc je parle du CQRS, l'architecture CQRS que je ne connais pas, donc je ne vais pas en parler plus que ça. On pourrait parler du TDD, le TDD c'est pas forcément avancé, on est d'accord, mais voilà, moi je ne le connais pas, je n'ai jamais fait de TDD. Le TDD c'est quoi? En fait c'est une méthode de conception des applications où on va commencer par d'abord écrire le test, d'abord on écrit le test qui échoue, on tape le code et une fois que le test est OK, vert, ben voilà, on se retrouve avec un test. Et donc l'objectif c'est apparemment de mieux concevoir les applications, d'avoir une meilleure conception, et ça va aussi permettre d'avoir un coverage de test de 100% apparemment. Je pourrais parler aussi du DDD, le Domain Driven Design, que vous avez peut-être entendu parler. C'est la conception d'applications pilotée par le business. On va d'abord sur un projet chercher à comprendre quelles sont les parties du business, les parties cœur, les parties support du business, et les identifier et ensuite développer son application par rapport à ça. Donc c'est quelque chose sur lequel je suis en train de lire actuellement. Je ne maîtrise pas du tout le sujet, j'ai pas vraiment travaillé en DDD sur un projet jusqu'à présent, et donc ça permet en fait d'avoir une meilleure coordination dans les équipes avec un langage omniprésent du business. Quand on est dans une équipe, qu'on a différents repositories, on va avoir chaque équipe qui va avoir son langage business par rapport à sa partie. Par exemple le CRM, par exemple la facturation, la partie marketing. Dans le DDD, on trouve ce qu'on appelle aussi l'event sourcing, c'est lié au DDD. Le CQRS c'est pareil, apparemment c'est lié au DDD. Je suis en train de lire ce bouquin actuellement qui parle de tout ça. Donc ça, c'est pas la peine de le lire au début, hein, c'est assez avancé en programmation. Il faut d'abord avoir de solides bases en programmation avant de pouvoir comprendre ce qu'il y a là-dedans. C'est niveau avancé, c'est niveau 90 Diablo 4, c'est le endgame. Et donc c'est quoi le event sourcing? En fait, ça permet de garder la trace des événements quand on fait de la programmation. Donc par exemple, on a une fonctionnalité qui génère des leads. On veut savoir quand le lead a été recontacté, quand il a été re-recontacté. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on envoie un objet en base de données, on va garder une traçabilité des événements, quand c'est qu'il a été recontacté, quand c'est qu'il a été re-recontacté, le lead, à quel moment le deal a été validé, et ça sert en fait, par exemple en comptabilité, quand on veut garder un historique, quand on veut avoir une traçabilité des événements. Donc c'est ça le event sourcing. Et voilà, donc si vous avez des choses à ajouter par rapport à cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez être des choses importantes pour être un développeur stellaire? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées d'après vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez mentionner? Dites-le dans les commentaires. Je t'invite aussi à t'abonner à ma newsletter que j'ai publiée il y a quelques temps, que j'avais un peu stoppé durant l'été. Je parle de comment développer sa bankabilité en tant que développeur, comme je l'ai fait dans cette vidéo, comment mieux se vendre. J'ai pas beaucoup écrit durant l'été, en fait j'ai pas écrit, mais ça va repartir. Et voilà, c'était Julien. N'hésite pas à mettre un like aussi, mets un like. Merci à vous, c'était Julien, je vous dis à la prochaine, salut, bye.